Alors, je remercie Henri de Lesquen. Vous avez bien sûr tout de suite repéré une de ses marottes en me faisant passer avant en raison de l'alphabet dans lequel s'inscrit mon nom. Il est un adepte, bien sûr, de la discrimination positive. Bien. Mesdames et messieurs, je pense qu'effectivement, j'ai un sujet un peu douloureux à traiter. Douloureux parce que, malheureusement, pour moi, je l'ai déjà traité. Je l'ai traité en 2009, lorsque le président de la République de l'époque avait désigné un ministère en y ajoutant et de l'identité nationale, et que nous sommes lancés dans un débat auquel j'ai participé avec entrain au début, et qui s'est terminé, si vous vous en souvenez encore, dans une véritable débandade, en raison de l'ignorance et de l'impréparation et du manque de conviction du ministre de l'époque, qui était M. Besson, si je ne m'abuse. Peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure, si j'en ai le temps. Donc l'identité, c'est un sujet essentiel. C'est un sujet qu'il faut d'abord définir. Dans le fond, ce terme d'identité nationale, on peut remarquer qu'il dépend de trois concepts de l'identité. Il y a d'abord l'identité au sens juridique du terme, c'est-à-dire le fait que l'identité, c'est ce qui nous distingue, chacun d'entre nous, des autres. Et cela est d'ailleurs inscrit sur notre carte d'identité. Et puis, il y a l'identité psychologique, c'est-à-dire le fait que nous sachions que nous sommes une personne différente des autres. Alors la première, évidemment, distingue le français de l'étranger. La seconde nous empêche d'être aliénés, d'être malade mental, parce qu'on sait, chaque matin en se réveillant, qu'on est le même que la veille, même si on a fait des cauchemars. C'est une autre forme d'identité. Troisième identité, c'est justement l'identité de groupe, et c'est l'identité nationale. Et on remarque bien que l'identité nationale se trouve à cheval, en quelque sorte, entre les deux autres, puisqu'elle peut être conçue simplement comme la détention d'un document administratif, ou bien au contraire, elle peut être conçue comme un sentiment d'appartenance. Est-ce qu'il est facile de concilier les deux? Manifestement non, parce que les débats auxquels nous assistons malheureusement aujourd'hui sont souvent liés à cette difficulté de lier les deux. Manifestement, je suppose qu'ici tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'identité nationale sans sentiment d'appartenance à la collectivité nationale. Lorsque l'on dit que quelqu'un qui a tué des Français dans un attentat ne peut pas perdre son identité nationale, sa nationalité, sous prétexte que ce serait attenter à sa dignité, que ce serait lui faire perdre ce qu'il a acquis grâce au droit du sol, je pense que c'est absolument scandaleux, bien évidemment. Il n'y a pas d'identité sans un sentiment d'appartenance. Le psychologique doit primer sur le juridique. Alors je pense qu'il faut donc se délivrer de trois illusions pour aborder ce sujet. La première illusion, c'est justement l'illusion juridique. L'identité nationale, ça n'est pas la carte d'identité. Les Français de papier, il faut se dire que ce ne sont pas de vrais Français s'ils ne sont que de papier. Rien n'empêche qu'effectivement, une fois que vous ayez le papier, vous puissiez devenir quelqu'un qui appartient parfaitement à la communauté nationale. Il faut ensuite se délivrer d'une illusion qui est plus subtile, qui est ce que j'appellerais l'illusion universaliste, qui est malheureusement très forte en France. C'est-à-dire cette idée que dans le fond, ce qui caractérise le français, c'est pas d'être français, c'est pas d'appartenir à une communauté qui est dans l'histoire, mais essentiellement de se référer à des valeurs universelles, comme les droits de l'homme, par exemple. Ce qui est évidemment un problème, parce que ça voudrait dire que ce qui nous définirait serait ce qui, précisément, ne nous identifie pas par rapport aux autres. Moi, c'est ce que j'appelle écrire son identité avec une gomme, en gommant tout ce qui fait que nous sommes justement celui-là et pas un autre. Et vous en avez une troisième, qui est encore plus perverse, qui est ce que j'appellerais l'illusion morale. C'est-à-dire l'idée, dans le fond, que l'universalité est en marche, qu'elle est le sens moral de l'histoire, et que tout ce qui retient, conserve des particularités est immoral par rapport à cet engagement. Cette idée, bien sûr, a commencé avec la Révolution, mais très rapidement, on s'est rendu compte que, souvent, l'illusion morale ou le prétexte moral cachait en fait tout simplement un rapport de force.
Pourquoi est-ce que les idées françaises ont dominé au moment de la Révolution? Tout simplement parce que la France était le pays le plus peuplé d'Europe, le pays qui de très loin avait l'armée la plus puissante, elle l'a démontré ensuite, et qu'elle a imposé sa façon de concevoir l'humanité au reste de l'Europe. Mais c'est à ce moment-là précisément que les Allemands notamment ont réagi. Vous avez un ouvrage qui a marqué terriblement l'histoire de l'Allemagne. C'est bien sûr les discours à la nation allemande de Fichte, hein, qui dit attendez, c'est bien beau ce que nous disent les Français, mais attendez, moi j'ai un moi allemand. Et ce moi allemand, cette culture allemande, cette identité allemande, j'en suis privé, elle est aliénée en quelque sorte. Et donc, il y a eu toute cette période où, au contraire, on a restauré l'idée que les nations recouvraient des identités. Alors, aujourd'hui, on le sait bien, notre identité, elle est menacée. Elle est menacée de 3 façons. Elle est menacée, je pense que Charles Beigbeder va vous en parler tout à l'heure, par ce que j'appellerais le monde unipolaire anglo-saxon, qui nous impose et sa langue, et sa conception de l'économie et ses exigences en matière de politiquement correct, par exemple. Voilà, c'est une des menaces qui fait que le Français qui se met à ne plus parler qu'anglais, par exemple, même lorsqu'il est ministre de la République, et qui fait une déclaration, finit par ne plus être Français, mais par simplement appartenir au grand marché, en l'occurrence politique, mondial. La deuxième menace est tout à fait différente. C'est la menace qui vient en quelque sorte de l'intérieur. C'est ce que j'appellerais la menace de la mosaïque communautaire. C'est-à-dire le fait que, cette fois, nous ne sommes pas absorbés par une entité plus vaste que la nôtre, mais nous sommes minés de l'intérieur par des identités divergentes, et qui tiennent bien sûr à l'importance des communautés immigrées qui, loin de vouloir s'assimiler, eh bien, affichent leurs différences et quelquefois même veulent imposer leurs différences dans les quartiers, par exemple, où ils sont majoritaires. Vous avez enfin une troisième menace qu'il ne faut pas négliger, c'est ce que j'appellerais la menace de l'Europe déracinée. Car ce que la France a commis comme erreur, cette volonté d'être le pays de l'universel, le pays qui précisément le rend différent des autres, eh bien, l'Europe l'a, au contraire, fait monter de façon exponentielle. Et il y a eu un exemple terrible, c'est pour ça que je dis c'est l'Europe déracinée qui nous menace, c'est bien sûr l'abandon absolument scandaleux des racines chrétiennes de l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut être européen que si on est chrétien, bien sûr, mais d'un autre côté, nier l'importance cruciale pour la culture européenne de nos racines chrétiennes, c'est nier notre identité. Donc 3 menaces, et 3 menaces qui sont, sans vouloir faire allusion à une certaine époque, à un certain Louis Pauwels, qui avait dit que certaines formes de pensée menaçaient notre système immunitaire, je dirais qu'il y a 3 virus qui accompagnent ces 3 menaces. Ces 3 virus, c'est le premier, très sympathique, là encore je pense que Charles Beigbeder va vous en parler, c'est bien sûr l'intérêt économique. Si vous ne parlez pas anglais, est-ce que vous pouvez faire de l'économie sérieusement? Si vous ne vous ouvrez pas à l'anglais en particulier, est-ce que vous pouvez exister sur le marché mondial, etc., etc. Il y a là une menace. Si vous voulez accueillir des touristes, vous devez bien sûr gommer une partie de vos différences et surtout ne montrer aucune agressivité dans l'affichage de ces différences. Il y a donc un intérêt à être modeste sur notre identité. Le second virus est beaucoup plus grave. Je pense que vous êtes tous frappés par celui-là. C'est ce que j'appellerais le virus de la repentance, celui qui a été fort bien analysé par Finkielkraut et qui montre que l'amour de l'autre, qui est très chrétien, peut petit à petit se transformer en haine de soi et fonder précisément une sorte de, cette fois-ci je ne plaisante plus, de discrimination positive envers l'étranger, envers l'autre, comme si l'autre était supérieur au même, quoi. Ce qui est évidemment absurde pour une société. Alors cette repentance, elle vise le colonialisme, par exemple. L'esclavage, la collaboration. La France serait essentiellement le pays qui a pratiqué l'esclavage d'une façon absolument odieuse. Hein, il n'y a que lui qui a fait ça dans l'Atlantique, bien sûr. Ça, c'est Madame Taubira, hein, sa loi. La colonisation, une horreur, la colonisation. Hein. Il y a des médecins français qui ont soigné, par exemple, la malaria en Algérie. Non.
la colonisation, c'était affreux. Et enfin, il est bien sûr que pendant la guerre, tous les Français étaient des collaborateurs et que nous devons pour cela respecter les minorités d'aujourd'hui, qui d'ailleurs ont tendance à devenir majoritaires, parce que nous avons été tellement odieux avec les minorités d'autrefois. Donc la repentance, c'est le deuxième virus. Et enfin, le troisième virus, j'insisterai moins, c'est la représentation de l'Europe. Tous les politiques vous ont bassiné avec ça. C'est l'Europe, c'est la paix. Ah bon, très bien. La paix s'est faite après les bombes atomiques et pas parce que l'Europe s'est constituée. Et en plus, on se rend compte aujourd'hui que l'Europe n'est guère capable de faire régner la paix à proximité d'elle-même et de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, l'Europe, c'est la paix. C'est un virus qui, je dirais, n'est pas difficile à combattre. Alors, identité nationale, identité oui, mais nation. Et il faut bien s'entendre sur ce que nous entendons par nation. Alors je crois, on peut être en désaccord, que celui qui a le mieux défini la nation dans notre corpus, c'est Renan. C'est Renan qui disait notamment « Un pays n'est pas la simple addition d'individus qui le composent. C'est une grande solidarité, une nation, constituée par le sentiment des sacrifices que l'on a faits et de ceux que l'on est disposé à faire. Ce qui distingue la nation n'est pas la race, ni même la langue, c'est ce que les hommes ressentent dans leur cœur. C'est ce que j'appelais tout à l'heure le sentiment d'appartenance, le sentiment d'être lié à ce qui arrive aux autres membres de notre nation, lorsque même des pilotes d'avion sont libérés des Caraïbes après avoir plus ou moins participé, peut-être involontairement, à un trafic. Malgré tout, on se dit, bon, ce sont des gens de chez nous, ils reviennent chez nous, quoi. Hein, c'est ça le sentiment d'appartenance, c'est cette espèce de solidarité profonde. De Gaulle s'extasiait littéralement pendant la guerre 40 devant le sentiment d'appartenance des Britanniques. Il y a dans ses mémoires, il y a un passage où il dit « C'est extraordinaire, on dirait vraiment que chaque Anglais pense que c'est son comportement, à lui, en tant qu'individu, qui va sauver l'Angleterre. » Et ça, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir ce type d'attitude, quelquefois, dans notre pays. Alors, il y a un auteur plus récent, qui nous a quittés lui aussi, que j'ai bien connu, qui avait ses qualités et ses défauts. À Paris, c'était plutôt des défauts que des qualités, d'ailleurs. C'est Séguin, Philippe Séguin. Philippe Séguin avait, dans le fond, ranimé cette conception de la nation. Et alors, il fait allusion à quelque chose d'important. Il dit « Le destin de chaque homme, de chaque femme, ne prend pleinement son sens que lorsqu'il s'inscrit dans un vaste projet collectif. L'accomplissement de ce destin, c'est la nation. » Et là, je pense que c'est très important parce qu'on se rend bien compte du lien qu'il y a entre deux personnes. La nation française, c'est une personne. On peut l'identifier. D'ailleurs, vous savez, la Madone sur les murs du général de Gaulle, ou bien l'image qu'on a de Jeanne d'Arc, choses comme ça. C'est une personne, la France. Et c'est une personne pourquoi ? Parce que tout simplement, elle a un héritage et qu'elle a un projet. Se situer comme héritier et comme participant à ce projet, c'est ça, l'identité nationale. Mais c'est l'identité nationale, si la France est une personne, mais l'individu qui vit cette identité, c'est aussi une personne. Mais réfléchissons, la nation, c'est précisément l'équilibre de cette personne. Le grand risque du monde aujourd'hui, le cauchemar du monde aujourd'hui, c'est quoi ? C'est l'individualisme narcissique, mondial, soumis à une technocratie anonyme, tout aussi mondiale. L'État mondial, le gouvernement du monde, un gouvernement de technocrates. En Europe, on est déjà en marche vers ce destin-là. Et par là même, la nation, c'est ce qui permet de retrouver cet équilibre entre la personne nation, la personne France, et chaque Français en tant que personne, sachant que son destin est précisément arrimé au destin de la nation. Et lorsque des événements graves nous arrivent, alors on doit saisir cette occasion de retrouver ce sentiment. On ne doit pas dire « je suis Charlie », on doit dire « je suis la France ». Je suis un Français face au malheur d'autres Français. À un certain moment, on pourrait dire que la meilleure image qui vient à l'esprit pour caractériser la France,
Ça n'est pas celle qu'avait utilisée Besson, par exemple. Vous savez que Besson s'était rendu odieux, ou ridicule plutôt, en employant cette expression. La France, qu'est-ce que c'est? C'est un conglomérat. Un conglomérat. Bon, attendez, pas un conglomérat, la France. Moi, en entendant ça, j'ai dit non, la France, d'accord, ok, elle accueille des étrangers. Elle les accueille bien, il y en a ici un certain nombre. Personnellement, mon origine, bon, il y a 5 générations quand même, mais mon origine, elle n'est pas française. Moi, je suis belge d'origine. Je suis même flamand. Et bon, mais très bien, mais personne n'est parfait, certes, mais je veux dire que l'assimilation est parfaitement réussie, non? Ne dites pas le contraire, là, je me vexerais quand même. L'assimilation est réussie. Donc, si vous voulez, j'ai eu cette image, c'est, dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'un pays et qu'est-ce que c'est qu'une nation comme... C'est un fleuve. C'est un fleuve qui suit son cours. Celui qui veut être membre de la nation, eh bien, ce n'est pas celui qui le traverse pour aller sur l'autre rive, c'est celui qui s'inscrit dans le cours et qui prend le passé de ce fleuve sur lui et qui va dans la même direction que les autres avec ce fleuve. C'est ça, la nation. Alors, à des grands moments de l'histoire, on a eu des auteurs qui ont eu cette réaction, vraiment qui ont dit il faut retrouver cet esprit national, ce sentiment d'appartenance. Je voudrais en citer 2 sans trop m'étendre, mais je voudrais qu'ils nous servent d'exemple aujourd'hui. Je voudrais qu'ils nous servent, je savais qu'il allait me faire ça. Ces 2 auteurs, c'est Renan. On se prend un désastre inattendu sur le plan militaire, il écrit La réforme intellectuelle et morale de la France. Comment redresser le pays? Et vous avez le deuxième, et c'est intéressant parce que le deuxième proclame son sentiment d'être français tout en rappelant qu'il est juif. C'est Bloch, bien sûr. C'est L'étrange défaite, hein, où il réagit de la même façon. La défaite inattendue, le désastre, la France laminée, eh bien non, la France n'est pas morte, elle va se redresser à nouveau. Nous devons, nous, avoir cette idée-là et nous livrer ensemble 2 batailles. J'égrène rapidement les éléments de la bataille, j'insiste pas, chacun pourra ensuite peut-être me poser des questions ou réfléchir lui-même. Il y a 2 batailles à mener, il y a la bataille des idées et la bataille du réel. Dans la bataille des idées, il y a vraiment une priorité des priorités, c'est la réforme de l'enseignement de l'histoire. Il faut absolument ressusciter le roman national. Vous ne faites pas des citoyens d'un pays convaincus qu'ils appartiennent à une nation s'ils n'ont pas une conception du roman national. J'avais proposé en 2004 un amendement qui disait qu'il faut apprendre aux jeunes le rôle positif de la présence de la France outre-mer et la place éminente des troupes issues de l'outre-mer dans la libération de notre pays. C'était équilibré, je pensais faire plaisir à tout le monde. Ce texte a été voté 4 fois quand même. Hein. Il a été ensuite envoyé à la corbeille à la demande de Chirac par le Conseil constitutionnel. Et à la demande de Chirac, je suis gentil. En fait, soyons clairs, c'était la demande de l'ambassade d'Algérie. Hein. C'est scandaleux. Parce que ce que je disais était équilibré, je faisais allusion aux fameux indigènes, les troupes issues de l'outre-mer, il n'y a pas que, il y a beaucoup de pieds noirs, plus de pieds noirs que d'indigènes. Mais il y avait surtout, si vous voulez, cette idée que les médecins français qui sont allés mourir à Madagascar, le prix Nobel Lavran qui a découvert le bacille de la malaria à Constantine en Algérie, prix Nobel de médecine, bon, sont des gens dont on doit être fier. Est-ce qu'il y a un Français, un jeune Français qui les connaît? Pas du tout, il n'y en a pas, on n'en parle pas. On va vous parler en revanche des horreurs de l'esclavage, etc. Bref, j'insiste pas. Enseignement de l'histoire. La culture, bien sûr. Non au J'ai employé le mot allemand, comment ils disent, la multiculture. Multiculture, voilà. Bon. Ce qui, pour les Allemands ont quand même une drôle de tendance à être excessifs, quoi. Hein. Entre Fichte et le nationalisme allemand, bon. Et puis, le multiculturel, il y a une évolution qui n'est bonne dans aucun cas. Nous devons encore faire réciter à nos jeunes le Cid, par exemple. C'est pas parce qu'il y a une bataille où les morts sont chassés d'Espagne qu'on doit ne pas apprendre le Cid. Il y a dans le Cid une célébration de l'héroïsme, c'est-à-dire toute une synthèse de l'esprit de Corneille et de Descartes tout Français doit connaître ça, c'est notre esprit. Il ne faut pas en priver les jeunes. Il faut bien sûr sauver notre langue. Des profondis pour la loi, je ne sais pas si certains se souviennent de la loi Toubon en 1994. Qu'en reste-t-il?
je n'insiste pas. Un mot sur la religion, et peut-être que tout à l'heure, Yvan, cette fois-ci, vous en dira un mot. Pour moi, la religion, c'est le modèle russe. C'est le modèle russe. C'est-à-dire, c'est un pays laïque, la Russie, mais les religions y ont toute leur place, et cette place est proportionnée à l'importance que ces religions ont eue dans l'histoire du pays. C'est-à-dire que l'orthodoxie est plus importante que le judaïsme, ou que le bouddhisme, par exemple, ou que l'islam. Mais les quatre sont reconnus. Mais l'orthodoxie plus que les autres. Eh bien, moi, je ne serais pas gêné que le catholicisme soit reconnu plus, tout simplement parce qu'il est évident qu'il a joué un rôle essentiel dans le développement de notre pays. Il faut bien sûr continuer cette formation par le service national, j'insiste pas. Il faut ensuite passer à la bataille du réel. La bataille du réel, elle doit être fondée sur 3 ou 4 principes. Le premier principe, on pourra peut-être y revenir dans les questions, c'est la réforme absolument nécessaire du Code de la nationalité. Mettre fin au droit du sol, qui est un droit infondé, qui était uniquement lié à la nécessité de fabriquer des soldats, vite fait, bien fait. C'est le droit du sang et le droit de la volonté qui compte. Et il ne faut pas d'autres droits. Ça permettra de limiter le nombre des Français aux Français qui veulent être Français et d'éliminer les Français de papier. Il faut bien sûr ensuite, et je vais vite, développer à l'intérieur de nos frontières ce que Malika Sorel appelle le socle de reconnaissance. C'est-à-dire faire en sorte que le rapport de force entre les Français et les immigrés soit tel. Je dis rapport de force, ce n'est pas une question de bagarre, c'est une question de pression culturelle. Lorsque dans un quartier, un groupe impose à la minorité du quartier sa façon de voir, ses comportements religieux, ses croyances, sa manière de l'histoire, nous perdons notre identité. Il ne faut pas l'accepter. Il faut faire en sorte que partout le rapport de force soit évidemment en faveur de l'accueillant et non pas de l'accueilli, ce qui est malheureusement le contraire de ce qui se passe aujourd'hui. Et enfin, et je terminerai là-dessus, vous ne faites pas une bonne défense de l'identité nationale si votre nation est trop faible. Je pense que Charles pourra continuer là-dessus. Je pense qu'on ne peut défendre l'identité nationale que si on peut être fier de son pays, de sa nation. Et que par là même, la réussite de la France sur le plan économique, le redressement de nos erreurs, la fin du socialisme éhonté qui voit ce pays avoir encore un PIB composé de 57% de dépenses publiques, il faut y mettre fin. Nous ne pourrons redresser le pays que si nous réformons l'économie et que aussi si nous redressons notre démographie en redressant la politique familiale qui a été abandonnée traîtreusement. J'en ai fini, cher Henri. Je dirais simplement, pour terminer, une phrase. Vous savez, il y a 2 ouvrages qu'il faut comparer. Il y a l'ouvrage, bien sûr, de Finkielkraut, L'identité malheureuse. Et puis, il y avait l'ouvrage de Malouf, Les identités meurtrières. Souvent, on nous présente les identités comme étant meurtrières. Non. La vérité, c'est que nos identités qui n'ont jamais été meurtrières, notre identité est devenue malheureuse. Et j'aurais tendance à dire qu'effectivement, avec un certain nombre de mesures comme celles que je préconise, nous pouvons la rendre heureuse. Cela dit, soyons clairs, ça n'est pas une adhésion à M. Juppé, qui a employé cette expression récemment également. Voilà, merci beaucoup. Merci Christian Vannès pour cette passionnante introduction à nos débats.